Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser de nouveau à la dette en France, principalement sous l'axe des agences de notation, des intérêts de la dette et du remboursement de celle-ci. Certaines notions ont été introduites dans la vidéo précédente qui parle de la gestion de la dette en France de manière générale. Je vous invite donc à regarder cette vidéo avant celle-ci. Avant de parler des agences de notation, j'aimerais vous donner les chiffres les plus récents sur la dette française. Donc pour ce qui est de la dette publique, au T3 2023, l'INSEE disait qu'on était à 3 097 milliards d'euros. Et pour le T3 2024, on est à 3 300 milliards d'euros. J'ai lu dans les journaux que pour toute l'année 2024, on serait très probablement autour des 3 400 milliards d'euros de dette. Pour ce qui est de la dette publique en pourcent du PIB, donc la dette publique en pourcent, c'est on prend la dette publique qu'on a au-dessus, qu'on divise par le PIB en valeur, on en fait un pourcentage. Au T3 2023, on était à 111,2% du PIB. Et au T3 2024, on est à 113,7% du PIB. Pour ce qui est du déficit public, donc le déficit c'est les recettes moins les dépenses, et puis pareil, on divise par le PIB en valeur, on en fait un pourcentage. Donc là c'est 2023 les chiffres de l'INSEE, 2024 les projets de loi de finances. Donc en 2023 on est à 5,49% du PIB, et en 2024 à 6,1% du PIB. Maintenant nous allons parler des agences de notation. Il y a 3 agences de notation principales en Europe, S&P, Moody's et Fitch. Alors je dis en Europe, mais c'est globalement, elles sont mondiales. Elles recouvrent à peu près 90% du marché de notation en Europe. Et ces agences notent la dette des entreprises et des États. Globalement, elles regardent l'ensemble des finances publiques, la conjoncture économique, la conjoncture des futures réformes, etc. et donnent un avis sur la qualité de la dette d'un pays. Alors on pourrait se demander pourquoi on fait appel à des agences de notation pour noter notre dette. Tout simplement parce que le marché financier fonctionne comme ça. Les investisseurs de manière générale n'ont pas forcément un temps infini à consacrer à éplucher toutes les dettes de tous les États. Et donc, ils se réfèrent à ces notes-là pour estimer si ça vaut le coup ou non d'investir dans une certaine dette. On peut émettre quelques critiques envers ces agences de notation. La première, c'est qu'elles sont rémunérées par les entités qu'elles notent. Donc la France, par exemple, si elle veut une note, ce qui est important pour pouvoir émettre des obligations et s'endetter sur les marchés financiers, elle paie ces agences pour avoir une note. Donc là déjà la première critique c'est que potentiellement il peut y avoir de temps en temps des conflits d'intérêts. Une autre critique c'est que dans le passé il y a eu des erreurs, par exemple sur l'appréciation de certains produits financiers pendant les subprimes ou lors de la crise de la zone euro, certaines dettes européennes étaient un peu surnotées. Troisième critique qu'on peut faire, c'est qu'elles sont non responsables en cas d'erreur, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait des erreurs dans le passé mais pourtant ça n'a pas forcément d'impact pour ces agences de notation. Donc malgré toutes ces critiques-là, ça reste quand même un chaînon important pour les États d'avoir une bonne note auprès de ces agences-là. En effet, plus la note va être dégradée, plus ça peut être potentiellement compliqué d'emprunter sur les marchés obligataires, et également, plus la note est mauvaise, plus les taux d'intérêt seront élevés. Donc les différentes agences, S&P, Moody's et Fitch, ont des grandes catégories pour noter la dette. Donc la catégorie la plus optimale, c'est la sécurité optimale, qui veut dire que c'est la dette la moins risquée. Ensuite, haute qualité, qualité moyenne inférieure, etc. Plus on est haut dans le classement, plus le pays en question a de fortes chances de payer moins de taux d'intérêt sur ses coupons d'obligations. Et à l'inverse, plus on est bas, plus on va payer d'obligations. Donc récemment, la note de la France s'est dégradée. Avant, on était AA pour S&P, AA2 pour Moody's, etc. Et là, on est AA-, AA3, dépendamment si on est chez S&P ou chez Moody's ou chez Fitch. Donc une dégradation de la note va entraîner des intérêts plus hauts et donc on va payer des intérêts de la dette sur nos obligations plus élevés. Deuxième conséquence, si on descend trop bas au niveau de ces catégories, donc principalement si on passe la prochaine étape de haute qualité à qualité moyenne, il est possible qu'une partie de notre dette ne soit plus financée par certains groupes d'investisseurs. Donc par groupe d'investisseurs, je pense principalement aux fonds de pension, aux assurances vie, qui veulent prendre des obligations peu risquées. Et donc si on passe en qualité moyenne, potentiellement on aura des difficultés à refinancer notre dette ou un effet un peu boule de neige, vu qu'il y aura moins de personnes qui voudront payer pour avoir de notre dette, alors les taux d'intérêt pourraient encore plus augmenter. Vu que le monde financier regarde ces agences de notation, on ne peut pas complètement ignorer l'avis de celles-ci pour conduire des politiques publiques. Parce que si vraiment notre note est trop dégradée, on pourrait avoir une explosion des intérêts de la dette et même des difficultés à financer notre dette, ce qui pourrait être un danger. Maintenant, on va s'intéresser au taux d'intérêt. Et qu'est-ce qui les fait fluctuer? Tout d'abord, je vous remets le graphique des taux d'intérêt à long terme pour la France que j'avais présenté dans la vidéo précédente. Donc globalement, les taux d'intérêt à long terme, c'est les taux sur 10 ans, et actuellement, on est autour des 3% d'emprunt.
Pour comprendre ce qui va faire fluctuer les taux d'intérêt pour la dette, il faut comprendre pourquoi les investisseurs achètent des obligations. Donc les obligations sont vues, du moins pour les pays où la dette est de haute qualité, comme un investissement sûr. C'est-à-dire que l'État ne fera pas défaut pour payer les intérêts et ne fera pas défaut pour rembourser l'obligation une fois à terme. Donc globalement, ce qu'on va attendre d'une obligation, c'est un revenu régulier via le coupon, donc chaque année on va toucher des intérêts, et aussi un investissement peu risqué. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément demander une rentabilité très forte sur une obligation parce qu'il y a peu de risques que l'État fasse défaut. Cependant, un investisseur ne prête pas gratuitement, donc il faudra se couvrir de tout un tas de risques et que, au moins à terme de son obligation, il n'ait pas perdu d'argent, et voir que ça lui en rapporte un petit peu. Le premier risque sur lequel un investisseur veut se protéger, ça va être l'inflation. Donc l'inflation, c'est l'augmentation des prix, globalement, et ça peut être vu comme une dévaluation perpétuelle de la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie de demain vaudra moins que la monnaie d'hier. Si je prends un exemple où on part sur une inflation de 2% par an tous les ans. À l'année 0, on suppose qu'on a 100 euros. L'année 1, si on veut acheter la même chose que l'année précédente, il nous faudra alors 102 euros. Parce qu'il y a eu 2% d'inflation, globalement tous les prix ont augmenté de 2%. À l'année 2, il en faudra 104 pour acheter la même chose qu'à l'année 0 avec 100 euros. Et ainsi de suite. Au bout de 20 ans, on obtient que pour acheter la même chose qu'on pouvait acheter à l'année 0 avec 100 euros, et là, à l'année 20, il faudra 148 euros. Donc quelqu'un qui va investir dans une obligation, il veut au moins que s'il commence par prêter 100 à l'année 0 et qu'il se fait rembourser à l'année 20, que le montant du remboursement plus les intérêts qu'il a gagnés soit au moins égal à 148. Pour simplement ne pas avoir perdu, entre guillemets, d'argent à avoir prêté. Un deuxième facteur qui peut jouer sur l'augmentation des taux d'intérêt, c'est les taux de la Banque centrale. Donc, la Banque centrale, c'est la banque des banques et uniquement les banques que nous connaissons nous au quotidien. Donc la SG, HSBC, BNP Paribas, etc. ont un compte à la Banque centrale. Et la Banque centrale permet de se rémunérer des intérêts si les banques déposent de l'argent dessus. Si les taux de la Banque centrale sont plus intéressants que les taux d'une obligation, alors un investissement plus sûr et plus rentable est de déposer son argent à la Banque centrale plutôt que d'aller investir dans des obligations d'État. Donc mécaniquement, si les taux de la Banque centrale augmentent, le coupon des obligations va devoir augmenter, car une obligation, c'est un prêt qui est risqué, même s'il est peu risqué, et si une alternative moins risquée est plus rentable, alors les investisseurs vont s'en détourner. Donc les deux derniers points que j'aimerais aborder qui peuvent permettre de faire varier des taux d'intérêt, c'est le rapport risque-rendement par rapport à d'autres placements et les notations par les agences. Je parle de ces deux points en même temps parce qu'ils sont un petit peu interconnectés, mais globalement, si les taux d'intérêt ne sont pas suffisamment élevés par rapport au rendement et par rapport au risque, alors les gens vont s'en détourner. Donc forcément, les taux d'intérêt sont aussi dépendants de ce que font les autres pays vis-à-vis de leurs dettes et aussi vis-à-vis des autres rendements qu'il peut y avoir sur d'autres types d'actifs financiers. Également, ça joue les notations par les agences parce que plus la note est dégradée, plus la vision du monde financier de la dette d'un État est dégradée, donc plus le risque est élevé, et donc nécessairement plus les investisseurs vont demander des taux d'intérêt importants pour couvrir un risque plus grand. Si maintenant je prends un exemple pour voir à quel point un taux d'intérêt fait fluctuer les intérêts à payer, donc je pars du constat de la dette fin 2023, donc qui était 3100 milliards, et on avait payé 52 milliards d'intérêts. Si on divise les 52 par les 3200 milliards, ça fait qu'on a à peu près un taux moyen d'intérêt pour ces 3100 milliards de 1,7%. Donc là, ce n'est pas un calcul précis parce qu'une partie de cette dette est négociable, d'autres non négociables. Donc là, c'est vraiment un taux moyen. Ça ne reflète pas forcément dans le détail les taux de la dette française. Bon, si on augmente ce taux pour le même montant à 2%, cette fois, on a 10 milliards d'intérêts en plus, on passerait à 62 milliards. Si on continue à 2,5, on prend 15 milliards d'intérêts en plus, on sera à 77,5. Après, si on repasse à 3%, on a 93 milliards d'intérêts. Donc on voit que la hausse est quand même assez forte. Et si on passe à 3,5% de taux d'intérêt, on est à 108,5 milliards, on a fait plus que x2 sur les intérêts de base qu'on a payés. Donc on voit qu'une augmentation même un peu faible d'1% du taux d'intérêt moyen a quand même une conséquence assez forte sur les intérêts que nous payons. Là, le raisonnement que j'ai fait précédemment, c'était sur l'intégralité de la dette. Si l'intégralité de la dette passait de 1,7 à 3%. Sauf que en pratique, l'État ne refinance pas toute sa dette tous les ans, parce que les obligations arrivent à échéance petit à petit. Et donc par exemple en 2023, nous avons refinancé, l'État français a refinancé 270 milliards d'euros de dette. En 2024, c'est 285 milliards, et en 2025, ça serait 300 milliards.
Là, je parle uniquement du montant à refinancer. Ce n'est pas le montant d'endettement qu'on va faire. On va potentiellement réémettre plus d'obligations pour combler les nouveaux déficits. Juste à titre de comparaison, entre les différents postes de dépenses aussi pour mettre en perspective. Donc en 2023, l'éducation nationale, c'était 81,2 milliards de budget, les armées 63,2, la justice 11,8 milliards et les intérêts de la dette 52,8 milliards. Donc quand, dans la vidéo précédente, je parlais que est-ce que les intérêts de la dette c'est trop ou pas assez, voilà, il faut mettre en perspective et après, bon, bah, ça c'est plutôt une discussion politique, savoir si on paye trop d'intérêts ou pas. On va regarder un peu plus en détail l'impact d'une augmentation des taux d'intérêt de la dette sur les intérêts que l'État français va payer. Donc là, je vous présente un graphique qui vient du projet de stabilité 2024 qui étudie l'impact d'un choc de taux de 1 point de pourcentage sur la charge de la dette négociable de l'État. Donc là, on s'intéresse bien uniquement à l'État et pas à toutes les administrations publiques. Donc ils prennent les OAT, donc les obligations moyen long terme, et les BTF, les obligations à court terme. Si on voit que les taux d'intérêt augmentent de 1% en 2024, nous allons payer, la France va payer 2,6 milliards d'intérêts en plus. En 2025, ça va être 6,6 milliards, etc., etc. Et en 2030, on aura 32,6 milliards d'intérêts en plus à payer. Donc on voit que la conséquence d'une augmentation de 1 point a quand même une grosse conséquence. Sur ce tableau, on voit les estimations que fait l'État sur les taux courts et les taux longs. Donc taux courts, c'est les BTF à 3 mois, et les taux longs, c'est les OAT à 10 ans. On voit qu'on va se stabiliser pour les taux courts autour de 3% et pour les taux longs autour de 3,50. Donc on voit bien qu'il y a une augmentation des taux d'intérêt qui va se faire sur le long terme où il y a à peine quelques années, 4-5 ans, où nous empruntions autour des 0%, voire 1%. Le deuxième tableau montre que l'évolution de la charge de la dette estimée au niveau de l'État, on est toujours au niveau de l'État, pas des administrations publiques, où là on voit que la charge de la dette était de 46,3 milliards en 2022, qu'il y avait une baisse en 2023 à 39 milliards, et que ça va augmenter progressivement jusqu'en 2027 à 72,3 milliards. Donc là, je le répète une dernière fois, on parle de la dette de l'État, et donc ce montant de charge de la dette pour l'ensemble des administrations publiques et de l'État français sera plus élevé. Ces deux graphiques représentent les intérêts en pourcent soit des recettes, soit en pourcent du PIB. Le premier graphique, et donc les intérêts en pourcent des recettes, c'est celui que j'avais présenté dans la vidéo précédente, où globalement on voit la tendance que les intérêts en pourcent des recettes avaient baissé jusqu'aux années 2020 et une remontée s'effectue progressivement. J'aimais bien ce graphique parce que ça permet de se rendre compte du point des intérêts dans le budget des administrations publiques. En général, la comparaison des intérêts est plutôt faite en pourcent du PIB. Moi je préfère un peu moins ce graphique-là parce qu'on réalise un peu moins ce qui est le PIB, mais on va en avoir besoin pour le graphique juste après. Donc globalement, on retrouve la même tendance avec les intérêts en pourcent du PIB que les intérêts en pourcent des recettes. Donc une descente jusqu'aux années 2020, puis une remontée dernièrement. Là, ce qui est important de voir, c'est en 2023 que les intérêts en pourcent du PIB étaient de 1,88. Le dernier graphique que je vous présente pour parler des intérêts, c'est l'évolution prévisionnelle de la charge d'intérêt de la dette publique en 2029 par rapport au niveau de 2023. Donc ça, c'est la source de l'OFCE. Et globalement, ce que dit ce graphique, c'est qu'en France, en 2029, il y aura 1% de point de PIB en plus qui sera consacré aux intérêts de la dette. Donc dans le graphique précédent, on a vu que les intérêts de la dette en pourcent du PIB s'élevaient à 1,88. En 2029, d'après ce schéma-là, on sera à 2,88. On aura pris un point de PIB. On voit que les autres pays augmentent, et ça c'est une tendance générale actuelle, vu que les taux d'intérêt des obligations de manière générale, pas uniquement la France, augmentent. Mais on voit que la France est un des pays les plus touchés. Maintenant que nous avons vu les facteurs influant les taux d'intérêt ainsi que les impacts de l'augmentation de ces taux, nous allons nous intéresser à comment la France peut rembourser sa dette. Et plus particulièrement à comment la France peut respecter les règles européennes. Pour rappel, l'Europe fixe deux objectifs pour la dette des États européens. La dette publique en pourcent du PIB doit être inférieure à 60% et le déficit public en pourcent du PIB doit être inférieur à 3%. Les deux graphiques que vous voyez à l'écran, on les avait vus dans la vidéo précédente, représentent l'évolution de ces deux valeurs pour la France avec les traits orange représentant les objectifs fixés par l'Union européenne. Globalement, pour la dette publique, cet objectif est 60% et pour le déficit est de 3%. Actuellement, la France est loin des objectifs de 60% pour la dette et de 3% pour le déficit. Donc on va regarder quels sont les leviers d'action et les moyens que dispose la France pour faire baisser ces indicateurs. Commençons par la dette publique. Si nous voulons poser l'équation de l'objectif
que l'Europe fixe pour la dette publique, ça donne dette sur le PIB en valeur inférieure à 60 sur 100, c'est-à-dire à 60%. Si on regarde en détail la dette publique en pourcent du PIB, on obtient une certaine équation. Cette équation, c'est dette en pourcent du PIB sur l'année en cours est égale à dette publique en pourcent du PIB de l'année précédente sur 1 plus la croissance fois 1 plus l'inflation plus le déficit public en pourcent du PIB de l'année en cours. Pour avoir ce résultat, j'ai utilisé les hypothèses que la dette de l'année courante est égale à la dette de l'année précédente plus le déficit de l'année en cours. De plus, j'utilise aussi l'hypothèse que le PIB de l'année courante est égal à 1 plus la croissance fois 1 plus l'inflation fois le PIB de l'année précédente. Je ne rentre pas plus dans le détail de comment j'ai développé l'équation pour l'obtenir car ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Première question qu'on peut se poser est pourquoi l'Europe a défini ces montants de 60% et de 3%. Pour y répondre, il faut se remettre dans le contexte de l'Europe des années 80. Globalement, les dettes sont inférieures à 60% et les États membres ne veulent pas dépasser ces montants. De plus, la croissance moyenne de la zone euro par an est de 2% et l'inflation d'environ 3%. Donc une fois qu'on connaît ces paramètres de 60% qu'on ne veut pas dépasser, 2% de croissance, 3% d'inflation, pour continuer à maintenir la dette en dessous de 60%, il faut un déficit inférieur à 3% du PIB. Ces paramètres, on le voit, ne sont plus spécialement viables actuellement. En effet, l'inflation est autour des 2% au lieu des 3%, et la croissance est autour des 1% plutôt que 2%. De plus, pour certains États comme la France, la dette publique en pourcent du PIB n'est pas autour des 60%, elle est autour des 110%. Donc on voit bien que les paramètres ne vont plus s'ajuster pareil. Si nous revenons à l'équation du dessus, on comprend assez bien les leviers qu'a l'État français pour faire baisser la dette en pourcent du PIB. La première, c'est les valeurs qui sont en orange, c'est augmenter la croissance ou l'inflation. Le dénominateur comme ça grossira et globalement, le quotient va baisser. Une deuxième possibilité, c'est diminuer le déficit. Donc pour ça, il faut jouer avec les recettes et les dépenses. Augmenter les recettes, diminuer les dépenses. Je tiens quand même à préciser deux choses. L'inflation est un sujet compliqué. Trop d'inflation, si on augmente trop le taux d'inflation, c'est compliqué à vivre pour la population parce que les prix augmentent assez vite. De plus, le fait d'avoir trop d'inflation peut mener à plus de dépenses de l'État, surtout dans le cas de la France, parce qu'on protège les citoyens. Par exemple, un exemple assez récent, pour nous protéger de l'inflation de l'énergie, l'État a mis en place un bouclier tarifaire qui a eu un impact assez conséquent sur le déficit public. L'État a beaucoup plus dépensé. Les différentes façons d'augmenter la croissance, de baisser les dépenses, ou s'il faut plus ou moins d'inflation, ça relève de l'ordre du politique et de la décision politique, ce qui n'est pas du tout le but de mes vidéos de parler politique. Maintenant, poursuivons avec le déficit public. Donc le déficit public, c'est les recettes moins les dépenses en valeur absolue. L'équation, si on met en équation l'objectif de l'Union européenne, on obtient donc déficit, ou recettes moins dépenses si vous voulez, sur PIB en valeur inférieur à 3 sur 100, donc 3%. Donc là, pour diminuer ce ratio, on le voit assez bien. Il faut que le PIB en valeur augmente plus vite que le déficit. Pour cela, il y a plusieurs leviers. Déjà, avoir un faible déficit, c'est-à-dire augmentation des recettes et ou diminution des dépenses. Le deuxième levier d'action, c'est d'augmenter ce qu'il y a au quotient, c'est-à-dire le PIB en valeur, et pour ça, il faut de la croissance ou de l'inflation, et ou de l'inflation. Pour l'inflation, j'ai la même réserve que tout à l'heure, c'est-à-dire que si on augmente trop fort l'inflation, il est possible qu'en conséquence, on augmente aussi les dépenses de l'État. Donc comme précédemment, les leviers, est-ce qu'il faut augmenter les recettes, donc en augmentant par exemple des impôts, des taxes, etc. Est-ce qu'il faut diminuer les dépenses, etc. Ça reste encore une fois des choix politiques qui doivent être discutés à l'Assemblée nationale et ce n'est pas du tout les sujets de ces vidéos. Dans les différents leviers que nous avons vus pour que la France rentre dans les clous européens, nous n'avons jamais mentionné que la France doit rembourser sa dette. En effet, nous sommes toujours partis du principe que la France aurait un déficit. C'est en effet le cas, les indicateurs de la dette peuvent globalement baisser du moment que l'endettement et le déficit croît moins vite que le PIB en valeur. Cependant, il est quand même plus simple d'améliorer les indicateurs de la dette française si celle-ci a un excédent. Effectivement, il est préférable d'avoir un excédent pour avoir des meilleurs indicateurs, mais il n'est pas nécessaire d'avoir un excédent budgétaire pour faire baisser ces indicateurs et rentrer dans les clous européens. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais également porter 3 points d'attention que je trouve importants quand on regarde une dette. Le premier est vis-à-vis des intérêts. C'est finalement le sujet, je pense, le plus central d'une dette étatique. Quels intérêts nous payons ? Est-ce trop ? Est-ce suffisant ? Est-ce pas assez ? Parce que finalement, le montant de la dette en soi, c'est pas très important si les taux d'intérêt sont faibles et donc si les intérêts sont faibles.
A l'inverse, si la dette est faible mais avec des taux d'intérêt très forts, alors il y a un sujet parce que les intérêts sont très forts. Donc je pense que c'est le sujet le plus important quand on regarde une dette et combien on paye pour cette dette. Le deuxième point est de regarder si un État ne tombe pas dans ce qu'on appelle une trappe à dette. Globalement, est-ce que l'État doit s'endetter de manière déraisonnable pour rembourser la précédente dette? Globalement, est-ce que les intérêts ne font pas un effet boule de neige qui fait qu'on s'endette encore plus, encore plus, encore plus, encore plus? Enfin, le dernier point, c'est qu'on a peu regardé dans cette vidéo et que j'aimerais aborder dans les différentes vidéos par la suite sur cette chaîne, c'est pourquoi l'État s'endette. La fameuse idée que de temps en temps on entend, est-ce une bonne ou une mauvaise dette? Globalement, est-ce que l'État français actuellement s'endette pour l'avenir du pays, pour développer le pays, ou globalement pour payer des dépenses courantes parce que finalement on vit entre guillemets au-dessus de nos moyens? Donc comme je l'ai dit, ces sujets, je vais essayer de les aborder dans d'autres vidéos sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous avons vu l'impact que peuvent avoir les agences de notation sur les taux d'intérêt. Par la suite, nous avons regardé l'impact de l'augmentation de ces taux sur la charge de la dette française. Enfin, nous avons discuté de moyens d'action que l'État français peut mettre en place pour essayer de respecter à nouveau les règles européennes. Cette vidéo, comme je l'ai dit au début, est un complément de la vidéo précédente sur comment fonctionne la dette en France. J'espère qu'elle vous a plu et merci de votre visionnage.